Cécile Untermaier. Merci Madame la Présidente. Mon groupe, enfin tous ici, sommes mobilisés dans la lutte contre le Covid-19 et cette pandémie ravageuse en prenant des mesures d'urgence pour préserver autant que possible la santé de nos concitoyens sans pour autant tourner le dos à l'état de droit, fondant notre démocratie. Ce travail d'équilibre, nous l'avons opéré sous les critiques en 2015, nous le faisons ici sous d'autres critiques, notre vigilance est totale. Ce texte, profondément et bien modifié par le Sénat, porte à la date du 10 juillet la prorogation, elle me semble, et à mon groupe également, tout à fait intéressante et à retenir. Ce texte ne s'attache qu'à modifier l'article 4 de la loi de l'état d'urgence sanitaire du 23 mars 2020. C'est un prisme étroit qui ne permet pas d'interroger facilement les questions sociales qui se posent actuellement et les effets graves de certaines ordonnances sur notre démocratie et son pilier essentiel qu'est la justice qui doit absolument redémarrer. Et nous avons trouvé salutaire que le Sénat ait abrogé les dispositions relatives à l'allongement automatique de la durée de rétention, tant cette disposition nous choquait et nous considérons même que sa portée devrait être immédiate et sans attendre le 24 mai. Sur le fond du texte, toutes les mesures ont pour objet de déroger aux droits normalement applicables pour parer aux conséquences de cette pandémie. Elles disparaîtront donc avec la fin de la crise, elles sont temporaires, pourtant elles trouvent leur place dans le Code de la santé publique, dans un nouveau chapitre consacré à l'état d'urgence sanitaire qui perdurera jusqu'au 1er avril 2021. D'où une certaine confusion à mon sens, ne sachant pas toujours si la mesure dont nous discutons a une valeur générale rattachée à un état d'urgence sanitaire qui pourrait être à nouveau mobilisé ou une valeur ponctuelle. C'est pourquoi nous rappellerons régulièrement que ces mesures dont nous discutons sont bien exclusives et se rapportent uniquement au Covid-19. Quelques points retiennent particulièrement l'attention de notre groupe, au-delà des modifications apportées par le Sénat sur la responsabilité des acteurs publics et privés. Nous rejoignons les observations qui ont été faites tant par la rapporteure que par le groupe Modem et Laurence Wisniewski. Le droit positif et la jurisprudence protègent déjà les élus et elle protège aussi les citoyens en protégeant les élus et en encadrant effectivement l'exercice de leur mandat. Et je suis bien persuadée que le juge retient les circonstances exceptionnelles dans lesquelles une décision est prise. Donc tout cela est pour moi beaucoup plus de la littérature et nous proposerons de manière pragmatique une prise de décision qui serait validée par le préfet dès lors que le maire souhaite effectivement ouvrir un parapluie qui est tout à fait justifié au regard du dispositif actuel. Notre deuxième interrogation porte, et vous le savez, sur le contrôle et l'évaluation des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence. Elles ont été améliorées par le Sénat, mais à tout le moins, le contrôle qui avait été mis en place en 2015 devrait trouver sa place et être réintroduit dans cette prorogation de l'état d'urgence. Le parlementaire et le citoyen doivent en savoir plus sur l'impact du Covid-19 qui justifie le présent texte et la présente réunion. Nous n'avons pas connaissance de manière précise du nombre de décès liés au Covid-19 et je veux parler des décès à domicile que les médecins sentinelles généralement arrivent à comptabiliser dans le cadre d'une simple épidémie. Donc nous rappelons ici la nécessité, alors que nous discutons de l'état d'urgence sanitaire, d'avoir à disposition des citoyens qui ne sont pas des enfants et qui subissent directement l'impact de l'épidémie, d'avoir l'entièreté des chiffres liés à cette pandémie. Ensuite, sur le recours juridictionnel facilité pour une personne se voyant imposer une mesure de quarantaine ou d'isolement, je pense que ce recours doit être plus encore facilité que celui qui a été ouvert par le Sénat. Enfin, une observation, c'est sur les masques et les tests qui sont un outil essentiel. Sujet de polémique, certes, mais outil essentiel, bras armé de la lutte contre le Covid-19 et la fin du déconfinement. Et nous nous étonnons que ces dispositifs-là n'aient pas leur place à une réflexion dans le cadre de ce projet de loi. Les conditions de la distribution sont essentielles. Faciliter l'accès doivent préoccuper davantage que le dispositif de contravention que vous souhaitez mettre en place dans, en particulier, les transports. Enfin, je viendrai à l'article 6 et le fichier constitué. Cet article a pour principal objet de lever le secret médical, ce qui n'est pas rien. Lever le secret
médical. C'est-à-dire que 30 000 personnes vont avoir accès à ce fichier. Parmi celles-ci, bien sûr, certaines bénéficient du secret médical, sont soumises au secret médical. Mais ne pourrions-nous pas en rester à un niveau avec les professionnels médicaux qui vont au-delà des médecins, sans prendre le risque de faire entrer dans ce dispositif des personnes qui n'ont pas la culture du secret médical? Ou alors, il faudra faire entrer dans l'exigence du secret médical ces personnes extérieures que vous souhaitez recruter pour constituer ce fichier. La dernière observation, merci de conclure. Eh bien, c'est de dire que nous défendrons avec force les libertés publiques et le respect de la vie privée d'une manière constructive et positive. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe Liberté et Territoire, Paul Molin.